Je crois que nous sommes à peu près prêts à recommencer. Si vous êtes d'accord pour cette deuxième partie de la table ronde qui va nous amener donc à peu près jusqu'à midi, il est 10h, 10h50, un tout petit peu plus loin que midi. Bien, je voudrais, pour lancer cette seconde table ronde, renouveler tous mes remerciements à l'Institut des Amériques et à tous ses partenaires qui ont porté ce colloque. Comme cela a été dit précédemment, c'est vraiment un colloque qui est extrêmement bien venu, qui arrive à un très bon moment, où des efforts considérables ont été faits depuis quelques années dans le domaine des aires culturelles, mais où nous voyons bien qu'il y a de multiples chantiers devant nous, en lien avec ce dont il a été question hier, c'est-à-dire ces phénomènes de mondialisation et de globalisation. Clairement, l'émergence des études globales, des études mondiales, a des répercussions profondes sur les études des aires culturelles, comme cela doit avoir des répercussions sur les études sur la France. Et puis nous sommes à un moment où le paysage académique français évolue, vous le savez aussi bien que moi, et clairement les unités, les structures dont nous parlons sont concernées par ces mouvements. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce colloque, c'est qu'il saisit les trois dimensions de la notion d'aire culturelle dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire l'aire culturelle comme concept, comme outil de recherche. Également, l'aire culturelle comme méthode de travail, hein, ou comme objet de recherche, avec des méthodes spécifiques. On a parlé à plusieurs reprises de la pluridisciplinarité. En effet, la pluridisciplinarité est une des caractéristiques fondamentales de la recherche en aire culturelle. Et je crois qu'on pourrait dire que le jeu sur les échelles, la pratique des terrains le sont également. Et puis les aires culturelles, c'est un outil académique, hein, on l'a dit aussi. Hein, voilà, je crois qu'il y a vraiment ces trois dimensions. Et ce qui est très intéressant dans ce colloque, c'est qu'il réfléchit à la fois sur ces trois dimensions. Alors évidemment, ça implique des passages de l'une à l'autre qui sont parfois un peu difficiles, mais je crois profondément que c'est la richesse de ce colloque. Alors je voudrais peut-être pour commencer faire le lien avec deux thèmes qui ont été, je crois, abordés puissamment hier et aussi ce matin. Le premier, c'est au fond la question de savoir si d'autres termes seraient possibles. Est-ce qu'on pourrait substituer une autre appellation à la notion d'aire culturelle? Je crois que des propositions ont été faites en ce sens hier. Vous en aurez d'autres peut-être cet après-midi et demain. Moi, j'ai une position sur cette idée, qui est que la notion d'aire culturelle a une profondeur historique, elle est utilisée depuis longtemps, et elle permet de saisir très correctement ces trois dimensions. Mais vous y reviendrez dans le reste du colloque. Et puis un deuxième point qui a été abordé, c'est la question des groupements d'intérêt scientifique sur les aires culturelles, groupements d'intérêt scientifique et également groupements de recherche, un GDR, un GIS et GDR. Ce sont des structures qui sont un peu différentes, hein, en effet, sur le plan administratif. Le GIS est une structure plus large dont les tutelles sont les établissements, sont des regroupements d'établissements pour un certain nombre d'objectifs précis. Les GDR sont des regroupements d'équipes dans également un certain nombre d'objectifs précis. Mais je voudrais dire très clairement qu'il n'y a pas de hiérarchie. Ça n'est pas parce que l'Europe médiane a un GDR qu'elle est moins importante que l'ère africaine ou l'Asie qui ont des GIS. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Alors, ces GIS ont des objectifs. Les tutelles, qui sont les établissements, leur ont fixé un ensemble d'objectifs qui seront rappelés dans la discussion. Et une question qui a été posée tout à l'heure très, très directement, et je crois de façon très pertinente par Pierre-Cyril Aucoeur, est de savoir si ces GIS sont appelés en fait à se substituer aux UMR, aux équipes d'accueil, aux UMR sur l'air. Alors, je voudrais dire très clairement que la réponse est non, en fait. Hein, non. Au départ, dans le contrat de lancement des GIS, il est très clairement dit que les GIS ne sont pas des structures de recherche qui se substituent
aux unités. Ce sont des structures de facilitation, de convergence, de synergie, de discussion, mais ce ne sont pas des unités de recherche. Si ça a été posé très clairement lors de la création des GIS, c'est pour permettre en fait à tous nos collègues de travailler, je dirais, en pleine quiétude, totalement rassurés sur l'avenir de leurs unités, sur les périmètres de leurs unités. Et une fois ce travail de consolidation, une fois cette certitude de la persévérance de leur unité acquise, justement pouvoir réfléchir l'esprit libre aux évolutions qui doivent survenir, et comme l'a rappelé Pierre-Cyril Aucoeur, qui surviendront vraisemblablement dans le cadre de Condorcet. Donc voilà, les GIS ne sont pas profondément des unités. Alors je crois qu'il est temps de lancer plus directement la discussion, peut-être en faisant que chacun de nos interlocuteurs présente en quelques mots le GIS ou le GDR dont il est responsable et les spécificités de la recherche dans l'ère dont il s'occupe. Nous pouvons peut-être commencer par Sébastien Le Chevalier et le GIS Études asiatiques. Oui, merci. Alors voilà, je commencerai peut-être effectivement par la dimension plus institutionnelle. Donc ce GIS Études asiatiques existe à proprement parler donc, depuis octobre 2013, hein, donc ça a 1 an d'existence. Mais la spécificité, c'est qu'il existait avant la création de ce GIS, qu'on appelait et qui perdure d'ailleurs, ce qu'on appelle un réseau Asie, qui n'est pas une convention comme le GIS, mais est un réseau de chercheurs individuels et qui regroupe environ 2000 chercheurs individuels francophones et non francophones, mais centrés sur la France, hein, depuis donc 2001. Donc on a une forme d'antériorité, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, et je crois que c'est très important. Ce GIS Asie regroupe, donc en tout cas il a été signé par 17 institutions de tutelle et regroupe 25 centres de plein droit ou associés, et on va avoir un comité de direction en décembre. Je pense on a environ 5, pour cette première année, 5 institutions qui demandent à rentrer dans le GIS, donc on est sur un mouvement d'élargissement qui, bien sûr, qui sera approuvé ou non par ce comité de direction. Voilà à peu près le cadre, et puis peut-être que par la suite, j'apporterai peut-être le contexte plus de recherche. Catherine Mayer-Jaouen pour le GIS Moyen-Orient et monde musulman. Voilà, merci. Alors, vous aurez remarqué que l'intitulé même de Moyen-Orient et monde musulman n'implique pas seulement une ère culturelle, en fait. Moyen-Orient, d'une part, alors c'est Moyen-Orient compris dans un sens géopolitique très large, c'est-à-dire du Maghreb à l'Inde du Nord, ce qui fait que de toute façon nous avons des convergences avec nos collègues des GIS Asie et des GIS Afrique, études africaines. Mais d'autre part, monde musulman, qui a été choisi après bien des débats, pour ce qui pose à la fois des problèmes naturellement, puisqu'on reste un peu dans une espèce d'idée d'une spécificité, voilà, qui serait imprimée par l'islam, mais qui permet quand même de parler, et c'était l'un des objectifs de ce GIS, je crois, de parler effectivement de l'islamologie en France, qui n'est pas une discipline, qui n'est pas non plus une ère culturelle, mais qui est d'une part une réalité, et puis surtout une nécessité à un moment où en fait tous nos postes d'islamologie pratiquement ont disparu. Voilà. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Sinon, pour revenir à Moyen-Orient, en gros, nous avons une compartimentation, ça a été dit tout à l'heure dans la première table ronde, c'est-à-dire que ces aires culturelles sont par elles-mêmes extrêmement vastes. Donc, le Maghreb est à lui seul déjà un monde. Alors après, il y aurait monde arabe, qui est l'expression utilisée très souvent en France, qui correspond à notre passé colonial, si vous voulez. Et puis, monde turc et monde iranien, pour faire vite, naturellement, au monde irano-indien. Avec à chaque fois des compartimentages très forts en matière de langue. Et l'un des objectifs du GIS, je le dis tout de suite avant de passer la parole à la personne suivante, les objectifs du GIS, c'était aussi de décloisonner ces cloisonnements géographiques, régionaux, linguistiques, renforcés bien sûr par la création des États au XXe siècle, et dont nos études pâtissent, à mon avis, souvent. Voilà.
Hélène Artère pour le GIS Institut des Amériques, et donc la puissance invitante de ce colloque. Merci François-Joseph. Je voulais en profiter d'ailleurs pour remercier à la fois nos collègues des autres GIS et surtout le CNRS, puisqu'il y a une dimension doublement symbolique. Je me souviens de la réunion que tu avais organisée maintenant il y a quasiment un an, où tu avais invité l'ensemble des GIS à venir débattre. Et ça a été un moment particulièrement fort, parce que nous nous connaissons tous les uns les autres, mais ça a été l'occasion, d'une manière un peu plus institutionnelle, de lancer davantage des synergies, des partenariats. Et le colloque d'aujourd'hui en est un très bel exemple. Et puis le fait que ce colloque annuel de l'Institut des Amériques puisse se tenir sur 2 journées ici, dans ce lieu qui est le siège du CNRS, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Donc je voulais doublement te remercier, et toi à travers le CNRS. Alors nous, notre GIS est un peu plus atypique, puisque en fait nous sommes le produit d'une longue histoire. C'est un projet qui est lancé à la fin des années 1990, avec la volonté de faire travailler ensemble les spécialistes de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord, qui jusque-là étaient dans des environnements de recherche et d'enseignement plutôt séparés. Et donc, après une longue maturation, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, on a construit progressivement, et nous sommes devenus officiellement un GIS en 2007, ce qui fait que nous avons déjà 7 années d'expérience, avec les grands moments euphorisants et puis les difficultés qui se sont manifestées. Difficultés parce qu'on a eu une montée en puissance rapide. Nous étions 7 au départ. Nous sommes 58 établissements, universités et grandes écoles. Ce qui implique évidemment une très grande richesse, puisqu'on regroupe quasiment tous les américanistes français. Et en même temps, on voit tous les défis du réseau. Donc on l'a en partie résolu en se structurant en pôles régionaux. Nous en avons 5, l'Ouest, le Nord-Est, le Sud-Ouest, le Sud-Est. Et nous avons décidé, au vu de la spécificité de notre objet, d'avoir un 5e pôle régional, qui sont les Antilles-Guyane, puisque évidemment, nous avions là énormément de chercheurs qui travaillent sur les Amériques. Et je pense que c'est une question qu'on aura l'occasion d'aborder. C'est finalement qu'est-ce qu'on apporte par rapport aux chercheurs des espaces sur lesquels on travaille et qui, pour le coup, eux, sont pleinement immergés dans l'objet, quand nous avons un regard plus périphérique, plus décentré, et que nous sommes nous-mêmes dans nos propres institutions de recherche plutôt minoritaires, parce qu'on le sait bien, la recherche en France travaille beaucoup plus sur la France, voire sur l'Europe, qu'elle ne le travaille sur nos disciplines. Alors on aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais l'idée du GIS, c'est d'être un petit peu un pont géographique entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, un pont scientifique entre des disciplines qui sont évidemment différentes, mais qui sont complémentaires. Finalement, comment on va appréhender un même objet à travers la géographie, à travers la littérature, la science politique, l'ethnographie, l'histoire. Un pont vers des milieux différents. D'entrée de jeu, on s'est dit qu'il fallait aussi donner des grilles de compréhension ou faciliter la compréhension vers le monde de la diplomatie, vers le monde des journalistes, vers le monde de l'économie. Et donc, depuis quelques mois, on a une activité think tank qui permet d'être dans ce dialogue. Et puis, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un pont générationnel, parce qu'on travaille pour nos étudiants, on pense à la relève, et c'est important de voir comment on peut mieux intégrer nos jeunes chercheurs, nos futurs collègues dans nos disciplines, à un moment où, tu l'as dit, on est quand même dans des restructurations fortes, des recentrements disciplinaires, des recentrements d'établissements. Donc, comment donner envie, dans des débuts de carrière qui sont difficiles, d'aller choisir parfois l'originalité et la difficulté plutôt que le confort et se lancer là-dedans. Donc on est au croisement de ces 4 aspects, avec vraiment cette volonté de ne pas se substituer à ce qui existe, mais au contraire d'apporter un plus, de faire travailler ensemble des gens qui sont soit des chercheurs isolés parce qu'ils sont le seul ou la seule américaniste dans un labo disciplinaire où on parle surtout de la France, ou des labos qui sont plutôt civilisation, donc il y a un objet extrêmement fort, mais qui sont qu'une partie de la dimension de l'espace qui nous intéresse. Ce qui explique qu'on est très intéressé et déjà très engagé dans le projet Condorcet,
puisque actuellement nous avons un lieu physique qui est à Vanves, hein, nous sommes dans le bâtiment du CNED, mais que lorsque Condorcet s'ouvrira, nous nous installerons à Condorcet et nous partirons aussi à Condorcet avec nos ouvrages qui constitueront une des petites briques du grand équipement documentaire dont je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir ultérieurement. Pierre Boillet pour le GIS Études africaines. Oui, merci François-Joseph. Donc moi, je vais rebondir peut-être dès le départ sur le côté symbolique, effectivement, puisque il se trouve que c'est ici même, donc en 2006, que nous avons tenu nos premières rencontres des études africaines. Donc on n'a pas l'antériorité de l'Asie ou des Amériques par rapport à ça. Et nous avons réalisé ces grandes rencontres justement pour pallier certainement à un manque de structuration en fait qui existait dans les études africaines depuis quasiment ces fondations très récentes, hein, puisqu'elles datent simplement des années 60. Donc il y avait eu des rapports, des réflexions sur ces chapelles qui éclataient en fait le monde des études africaines. Et l'idée justement a été de créer donc une structure. Alors au départ, ça a été simplement un rassemblement ici même dans cet amphi et dans les salles qui étaient tout autour, pour arriver à se structurer et à fédérer les différents chercheurs, les différentes institutions, laboratoires et autres centres de recherche qui travaillaient en partie ou en totalité sur l'Afrique. Alors, les choses n'ont pas été quand même aussi faciles parce que en 2006, donc, la direction de ce qui ne s'appelait pas encore l'Institut national des sciences humaines et sociales avait promis justement un GIS, mais il a fallu attendre l'équipe de François-Joseph Roudjou et Patrice Bourdelais, que je remercie chaleureusement, pour justement arriver à le créer, ce GIS qui n'existe que, disons, 1 an ou 2 ans, suivant les façons dont on prend les choses. Bon. Mais c'est une excellente chose. Parce que effectivement, donc, les études africaines étaient assez éclatées, soumises à parfois des guerres de tranchées. Et je crois que le paysage là, de la recherche à propos de l'Afrique a vraiment changé grâce d'abord à un réseau thématique pluridisciplinaire et puis maintenant à ce GIS. Alors je reprécise donc les buts que nous avons. C'est effectivement de structurer ces études africaines et de rassembler le plus possible et en aucun cas, et là je vais tout à fait dans le sens de François-Joseph, en aucun cas de se substituer aux unités de recherche qui continuent bien entendu leur vie, de rassembler effectivement donc des chercheurs qui peuvent être isolés dans des unités qui ne sont pas aires culturelles, mais sans du tout préjuger sur l'intérêt, au contraire, de rassembler aussi des unités qui ont ce thème pour vocation. Alors, évidemment, donc, il y a de l'émotion, effectivement, dans cette idée qu'on a fait du chemin quand même depuis quelques temps, que ce GIS a organisé donc, déjà des rencontres françaises, s'est inséré dans un réseau européen et donc 2 grands labos, c'est-à-dire en fait le LAM de Bordeaux et l'IMAF de Paris, vont organiser des rencontres européenne des études africaines à Paris. Donc voilà, on avance. Alors on avance et l'idée aussi de ce GIS, c'était justement de montrer peut-être, contrairement à une idée dominante qui est celle peut-être une pensée dominante assez stéréotypée d'un continent très longuement dans l'histoire, totalement isolé, sans lien avec les autres et sans globalité même dans les premières mondialisations qui ont pu exister. C'est aussi de jouer avec ce GIS pour montrer, pour accroître, si vous voulez, la visibilité de ces études africaines et éventuellement peser aussi sur les pouvoirs publics ou sur le social en général, la société, pour montrer que l'Afrique, ce n'est pas le continent qui est perdu dans un coin, qui n'a pas de relation avec le reste du monde et qui est en permanence parsemé de guerres, de maladies et de famines. Bon.
C'est pour ça donc on ne parle pas vraiment du GIS Afrique, sinon il faudrait mettre un S déjà au départ, comme l'Institut des mondes africains, mais on parle du GIS études africaines. Donc l'Afrique est un objet, un terrain qui effectivement définit peut-être des méthodes particulières, mais ce que l'on voudrait, c'est évidemment replacer donc ces études africaines dans des études plus générales et les accroître, hein, parce que ce qu'il faut dire aussi, alors évidemment, donc peut-être que c'est moins le cas pour les Amériques, mais si j'en prends en exemple ma propre université, donc je crois qu'on est autour de 250 historiens, et uniquement pour l'histoire. Nous sommes 7 sur l'Afrique, 2 sur l'Asie, bon, et le reste, donc, et combien vous êtes sur les études slaves? 1, 2. Donc la plupart des gens donc travaillent effectivement sur la France, et nous aimerions bien effectivement avec ce GIS pouvoir tenter progressivement, parce que ça ne va pas se faire en un jour, surtout en ce moment où les postes sont plutôt supprimés que créés, donc rétablir des équilibres et montrer que le monde effectivement est important par rapport à la France elle-même. Voilà donc en gros, alors puisque des chiffres ont été donnés, nous c'est un peu plus d'une vingtaine d'unités, des chercheurs isolés, je crois, je parle sous le contrôle de Salomé Cheval qui est notre secrétaire du GIS ici présente, je crois 17 tutelles, et effectivement donc nous aussi nous allons commencer à nous accroître puisqu'il y a des candidatures et nous en sommes très heureux. Voilà. Ce premier tour de table par Antoine Marès, donc pour le GDR Europe Médiane. Merci, merci d'ailleurs de m'avoir invité. Alors nous sommes le Puy-né, les Puy-nés, puisque nous sommes nés en septembre 2013 et que nous n'avons pas d'antécédents en termes de structure. Alors je dois peut-être dans un premier temps expliquer, bien que ça ait dû être fait par Johanna Nowicki hier, ce qu'on entend par Europe médiane. Europe médiane, c'est la région qui se trouve entre l'Allemagne et la Russie d'une part, entre la Baltique, l'Adriatique et la mer Noire de l'autre. Donc c'est cet entre-deux de l'Europe qui est très largement d'ailleurs une sorte d'angle mort de la vision française. Et j'en prendrai pour exemple le propos d'un des ministres de notre bonne République qui, en 2008, me demandait à Prague s'il était dans un vrai pays. Alors j'ai été un peu désarçonné par sa question. Je me suis dit qu'il était certainement influencé par le sceptre d'Ottokar, d'Hergé, que d'ailleurs les Albanais, les Moldaves et les Tchèques revendiquent chacun de leur côté. Plus sérieusement, la naissance du GDR, qui est liée à un dialogue très intense avec les autorités du CNRS, est liée au fait que, contrairement aux autres aires qui ont été ici présentées, il n'y a aucune structure propre du CNRS ou même de recherche universitaire dédiée aujourd'hui à cette zone en France. Donc on est en présence de morceaux d'équipes, de morceaux du MR ou d'individus isolés. Et il y avait une véritable demande, toutes disciplines confondues, pour créer une structure où les gens pourraient se croiser, se rencontrer, échanger, au-delà, bien entendu, de leurs relations avec leurs collègues dans des structures beaucoup plus larges. Alors, le tissu de la recherche est beaucoup plus modeste que pour les autres aires. Lorsque nous avons préparé le GDR, nous avons quand même identifié 100 chercheurs et enseignants-chercheurs en poste, à quoi s'ajoutent bien évidemment des post-docs, des doctorants beaucoup plus nombreux, ce qui fait une communauté d'environ 200-300 personnes qui travaillent sur la région. Alors bien entendu, cela n'a rien à voir avec ce que peut être le tissu de la recherche en Allemagne, notamment sur la région, pour des raisons que vous comprendrez facilement. Alors cette zone se caractérise principalement par le fait que c'est un monde continental, une zone d'enjeu,
bien entendu, qui fait que très souvent, elle est annexée, y compris dans les structures universitaires, dans d'autres aires, en particulier les aires concernant anciennement l'URSS, puis la Russie, ou bien dans des structures qui englobent le monde germanique, qui concernent le monde germanique. Donc il s'agissait d'essayer d'extraire cette région pour en montrer les spécificités, mais bien évidemment sans réifier ses frontières. Et j'ai beaucoup aimé la notion de flux qui a été évoquée tout à l'heure dans la précédente table ronde, parce que c'est une zone qui est éminemment fondée sur les flux, sur les échanges, sur les transferts, et c'est un des objets d'ailleurs de l'étude du GDR. L'objectif du GDR, j'en terminerai là-dessus, c'est précisément de mettre en commun les acteurs de cette recherche extrêmement dispersée dans une optique pluridisciplinaire, puisque à l'intérieur du GDR sont représentés des historiens, des géographes, des politistes, des sociologues ou des sociologues, des littéraires et des civilisationnistes, puisque bien évidemment l'INALCO est aussi partie prenante dans ce GDR. Il y a à la fois des équipes, ou plus exactement des morceaux d'équipes, il y en a 8, et puis il y a aussi beaucoup d'individuels, qu'ils soient parisiens d'ailleurs ou provinciaux. Très bien, merci beaucoup. Je retiens de ce premier parcours en fait peut-être trois éléments clés. Le premier, c'est que les GIS sont effectivement le résultat d'une histoire relativement longue à l'échelle académique, où les changements sont souvent peut-être parfois rapides. On voit bien comment, sauf dans le dernier cas, c'est le résultat de processus qui ont été engagés en fait au début des années 2000 ou au milieu des années 2000. Le deuxième élément que je retiens, c'est que les GIS traduisent et sont l'expression d'un besoin en fait, des communautés. Et c'est, je me rappelle très bien en particulier autour des études africaines que nous avions vraiment ressenti très nettement ce besoin des chercheurs de la construction d'un tel lieu. Puis le troisième élément intéressant, c'est de voir qu'au fond, bien que tous ces GIS se réfèrent à une même structure, qui est le GIS, ils sont quand même très différents quand même les uns des autres en raison des situations différentes des communautés scientifiques. Alors j'étais très frappé tout à l'heure par quelque chose qu'a dit Olivier Bouin sur le défi 6 et le fait que dans les programmes de travail, en fait, les recherches extra-européennes, les recherches que nous qualifierions d'aires culturelles apparaissaient finalement extrêmement peu. Et pour moi, ça renvoie au fait que la structuration d'aires culturelles, au fond, est une spécificité française, ou assez largement française, et que beaucoup des autres pays européens ne résonnent pas majoritairement dans ce domaine. Je vois Olivier Bouin qui n'est pas tout à fait d'accord, mais je voudrais interroger nos collègues sur la manière dont, dans les communautés avec lesquelles ils travaillent ordinairement, que ce soit nos collègues européens ou nos collègues des pays asiatiques, africains, moyen-orientaux, américains ou d'Europe médiane, la notion d'aire culturelle est ou pas utilisée? Est-ce qu'elle structure la recherche? Catherine, est-ce que tu veux commencer à répondre? Oui, non, pour nous, enfin je veux dire les spécialistes du Moyen-Orient ou des mondes musulmans, c'est quelque chose qui existe avec des configurations différentes qui parfois ne sont pas pensées d'une façon d'ailleurs théoriquement toujours très fondée. Ça correspond à des objectifs politiques donc nationaux selon les différents États. Ça correspond malheureusement souvent aux exigences de l'actualité, c'est-à-dire qu'on va définir un laboratoire ou un département d'université en fonction des besoins supposés de la demande sociale et politique du pays concerné. Et puis après, il y a les traditions nationales, c'est-à-dire que par exemple, pour l'Allemagne, même s'il y a des départements aussi correspondant à des aires culturelles, ce qui domine, c'est Islamwissenschaft, qui correspond en fait d'ailleurs pas non plus à islamologie. Et
et qui actuellement est en proie à un certain malaise, ce qui montre que ça n'est pas non plus la panacée. Aux États-Unis, il y a eu à certains moments, là aussi pour des raisons essentiellement politiques, des poussées de création de départements avec des découpages différents. Parfois c'est études asiatiques et africaines, parfois c'est Arab and Islamic Studies, enfin voilà. Avec voilà, quel est le primat là-dedans? Est-ce que c'est Arab Studies? Est-ce que c'est Islamic Studies? Et comment est-ce qu'on articule les deux? Surtout que les collègues aux États-Unis, très souvent, sont en réalité extrêmement isolés. Là, en France, il faut quand même souligner la chance que nous avons, enfin, surtout à Paris, il faut bien dire quand même, d'être nombreux en réalité, d'être nombreux et d'être géographiquement concentrés dans un petit pays. Nous pouvons nous rencontrer facilement. Aux États-Unis, souvent, les spécialistes, y compris très compétents de nos aires, sont deux quelque part au milieu du Texas, et quel que soit leur rayonnement, ils souffrent un peu d'isolement en réalité. Donc voilà, le découpage existe à l'étranger, il est reconfiguré indéfiniment, il est discuté, il n'est pas, par exemple en Allemagne, les différentes universités ont des découpages différents parce que ça correspond aux traditions universitaires de chaque université. Donc de même que chez nous, là encore, l'histoire coloniale pèse quand même très très lourd. Ça se voit aussi au Quai d'Orsay, c'est-à-dire les divisions du Quai d'Orsay, Afrique du Nord, Moyen-Orient, en ce qui nous concerne, amène à poser des questions. Que veut dire aujourd'hui Afrique du Nord? On ne va pas redéfinir tout indéfiniment. La création, là je vais au-delà mais ça compte beaucoup, la question des bibliothèques, qui est très chère à moi-même et j'espère aux membres de Mongis en général, repose à chaque fois cette question de découpage. C'est-à-dire que, par exemple, la BULAC, donc, qui a été créée, la bibliothèque universitaire des langues et civilisations, qui a été créée donc, à côté d'INALCO dans le cadre du pôle des langues et civilisations, la création de la BULAC a posé de très gros problèmes de découpage, de comment est-ce qu'on crée les rubriques de la bibliothèque. Et pour vous donner des exemples et pour achever là-dessus, c'est vrai aussi à la SOAS à Londres, School of Oriental and African Studies. Est-ce que les livres sur la Palestine, le conflit israélo-palestinien, doivent être rangés dans l'étage Judaïka? Bon, c'est le cas. Ou est-ce que ça aurait dû être rangé dans l'étage consacré aux études arabes? Alors, je vous dis la réponse, c'est la chargée de collection, qui est française d'ailleurs, du département d'études arabes, qui achète les livres, mais ils sont rangés dans Judaïka. Voilà. Et un autre exemple dernier, à la BULAC, dans les études ottomanes par exemple, les livres en arabe mais qui datent de la période ottomane doivent-ils être rangés avec les Turcs, si je puis dire, ou avec les Arabes? C'est-à-dire qu'en amont, on en revient quand même à la question des langues, qui pour nous est fondamentale. Marie-Caroline Salio le disait tout à l'heure très justement, la formation, les étudiants, les langues qu'ils ont apprises ou pas, et jusqu'à quel point ils les ont apprises, c'est ça qui décide en réalité tout le reste. Hélène, pour l'ère américaine. Merci. Alors, évidemment, nous, on est dans les mêmes configurations, des spécificités nationales et des cultures nationales. On s'est évidemment posé la question de l'internationalisation des SHS, en particulier sur l'ère européenne, et on travaille à développer les liens avec nos collègues européens. Et on voit bien qu'on a quand même en l'état deux espaces particuliers avec lesquels ça fonctionne bien. Les Allemands, et en particulier l'équipe du GIGA à Hambourg, qui sont extrêmement actifs, qui pensent en termes d'ère culturelle et donc avec lesquels on a un dialogue facile, on a des chercheurs qui sont membres de notre conseil scientifique, donc c'est quelque chose qui a du sens, ce n'est pas une construction artificielle. Le deuxième partenaire, c'est l'Angleterre. On a une tradition, évidemment, de partenariat. Ils ont un institut des Amériques aussi, mais qui ne ressemble pas au nôtre, qui est plus embryonnaire. Et là, on voit déjà que la pensée en ère culturelle est différente parce que les Amériques renvoient à la fois à la relation avec l'Amérique latine, mais aussi à la question de la relation spéciale États-Unis-Angleterre. Donc, on voit bien qu'au questionnement scientifique se greffent beaucoup de questionnements qui sont liés à des enjeux de géopolitique extrêmement évidents et que le chercheur n'est pas un isolat, on l'a bien vu hier, mais qu'on est influencé par le moment où on vit et par les enjeux sociétaux. Et puis, à rebours, il y a quand même aussi la volonté de structurer par des sous-ensembles, on va dire, dans notre ère Amérique. Alors peut-être deux projets qui sont particulièrement intéressants, c'est le partenariat avec la Fondation ELAC,
Europe-Amérique latine. Cette fondation réunit les 27 pays européens et l'ensemble des pays Amérique latine plus Caraïbes, sur lequel nous sommes partenaires stratégiques pour la France et donc nous travaillons avec le MAE. Et là, on est sur la question des échanges académiques avec l'organisation d'un premier sommet académique qui s'est tenu à Santiago en janvier 2013. Le temps file très vite. Et le prochain qui se tient à Bruxelles en juin 2014. Donc là, on est bien sur un objet où on travaille avec nos collègues européens, plutôt sur la dimension Amérique latine, et puis des réseaux qui existent, donc le CEISAL, qui est l'association des latino-américains européennes, le réseau européen des études canadiennes qui rassemble l'ensemble des collègues canadianistes en Europe, et puis l'équivalent sur les études américaines. Et là, on voit toute la difficulté des mots pour le dire, puisque l'Association française d'études américaines, comme on le sait, travaille sur les États-Unis et pas l'ensemble des Amériques. Et donc on retrouve toujours cette difficulté, cette ambiguïté des mots. Donc voilà, on est en fait à la croisement de réseaux différents qui se rencontrent par moments, voire sont sur des stratégies différentes, la plupart du temps quand même. Pierre Breuillet, sur cette question donc de la différence entre la structuration en aire culturelle en France et en Europe et en Afrique? Oui, en Europe, en Afrique, en Amérique, aux Amériques, etc. Bon, déjà, je vais juste revenir un tout petit peu sur la définition de l'aire, ce qui montre bien aussi que nos GIS sont très complémentaires et se recoupent extraordinairement. Donc sur le GIS Moyen-Orient, monde musulman, il est évident que s'il y a monde musulman, la moitié de l'Afrique au moins, enfin tout au moins un bon tiers peut-être, est comprise donc dans ce GIS, et effectivement nos collaborations sont évidentes. Et puis comme notre définition de l'Afrique est assez floue, alors le problème des Amériques et de l'Afrique, c'est que sur la carte ça se voit. Bon, donc on dit ben voilà, les frontières c'est clair, bon. Mais en fait c'est pas si clair que ça, et évidemment donc, non seulement à l'intérieur du continent Afrique, il y a des Afriques, et justement une des volontés du GIS a été d'abolir cette fameuse barrière infranchissable saharienne, et même de replacer le Sahara dans l'histoire, et hélas les événements nous y invitent en ce moment, mais aussi de montrer qu'il y a des interpénétrations et que la notion d'aire culturelle, on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure, est quelque chose qui est assez complexe, parce que de fait nous avons des larges pans, on n'a pas fait de Yalta entre nous, bien au contraire, et puis que nous avons des diasporas avec les Amériques, et puis que, bon, bref, les choses sont assez vastes et floues d'une certaine façon, et je crois qu'il faut accepter aussi ce flou. Alors, comment sont structurés les autres espaces internationaux autour de l'Afrique? On a moins de problèmes peut-être en termes européens, parce que justement a déjà été créé ce réseau européen des Sud-Africaines, ce qui fait que globalement on a le sentiment qu'un peu dans tous les pays européens, depuis le Portugal jusque même dans l'Europe du Nord, de l'extrême nord même, puisque l'avant-dernier grand rassemblement des Sud-Africaines européennes s'est tenu à Stockholm, donc il y a cette sensibilité à l'idée qu'on fait des études sur un espace qui est effectivement assez mal représenté. Je crois qu'il y a une volonté militante, je dirais presque commune, d'arriver à montrer cette importance des études sur l'espace africain. Bon. Au niveau de l'Afrique, on a effectivement quand même un problème, c'est que le manque de moyens de la plupart des universités africaines, on pourrait considérer qu'il y a peut-être trois, alors il y a les pôles effectivement du Maghreb, mais sinon en Afrique subsaharienne, bon, évidemment, Addis Abeba est un pôle important, l'Afrique du Sud aussi, et Dakar peut-être, mais au-delà, c'est un peu compliqué, et le manque de moyens de nos collègues fait que globalement, en fait, la plupart travaillent surtout sur l'Afrique en pratique, et qu'ils n'ont pas tant que ça la possibilité de pouvoir travailler sur des aires différentes de l'Afrique, ce qui fait que des aires culturelles extra-africaines sont finalement assez peu représentées en général dans les universités africaines. Donc ça, effectivement, c'est un petit problème, ce qui nous permet de fait d'avoir un lien très fort avec nos collègues africains, mais sur l'Afrique et pas tant sur le reste.
Et je dirais que la grande différence peut-être, c'est aussi avec l'Amérique du Nord, hein, puisque là, les area studies sont extrêmement ancrés dans le paysage, et que je parle sous ton contrôle, Hélène, mais je pense qu'il y a assez peu d'universités, même au fin fond du Texas ou du Middle West, qui n'a pas son département sur l'Afrique, sur l'Asie, etc. Bon. Sur la France aussi, qui est une aire culturelle très particulière. Donc, il y a cette volonté, effectivement, en Amérique du Nord, particulièrement peut-être aux USA, mais aussi au Canada, je pense, de s'ouvrir sur le monde. Et entre autres, d'ailleurs, je pense que ça a été aussi pas mal impulsé par le pouvoir d'État lui-même, qui a peut-être pris depuis beaucoup plus longtemps qu'en France l'habitude de s'intéresser à ce que peuvent dire non pas les experts, mais les spécialistes des régions. Ça commence en France, mais ça n'a pas été évident. Donc, de fait, moi, j'aurais envie un peu de prendre aussi exemple justement sur cette situation. Vivorca en a parlé hier, je ne suis pas très à l'aise, nous ne sommes pas d'ailleurs, je crois en général, très à l'aise avec cette notion d'aire culturelle, mais l'idée d'ailleurs, tu me le montrais très bien dans un mail, François-Joseph, d'études aréales qui montrent qu'on est situé sur un terrain, c'est important pour l'érudition, c'est important pour la compréhension, mais on ne le réifie pas en tant que tel, on est dans l'histoire du monde, et c'est pas parce qu'on travaille sur l'Afrique qu'on est un africaniste, hein. Je sais que ça pose moins de problèmes pour les américanistes de s'appeler comme ça, pour les africanistes, donc c'est un terme qui est assez globalement rejeté, parce que l'idée de se définir justement par un espace plus que par des thèmes ou des disciplines peut poser un petit problème. Bon. Donc des études situées, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des études aréales, etc., tout ça c'est quand même quelque chose qui nous permettrait de sortir de ce débat où un continent bien clair sur la carte correspond à la culture. Bon, comme s'il y avait une culture africaine, ce qui est évidemment pas le cas. Donc, en ça, donc, je crois qu'il faut accepter effectivement ce côté flou et peut-être suivre, j'aime pas trop l'idée de suivre systématiquement l'exemple américain, mais en même temps, là, je crois qu'il y a une idée qui est beaucoup plus déconnectée en fait d'un certain essentialisme. La notion d'étude aréale est la manière la plus neutre de décrire ce que nous faisons. Antoine, sur oui, l'Europe médiane. je rebondis immédiatement sur ce que vient de dire Pierre. Je suis entièrement d'accord sur le fait que le concept d'étude aréale me semble moins limitatif que celui des aires culturelles. Et il y a un danger évident à parler d'aires culturelles. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le passé pour comprendre la structuration de la zone dans le milieu scientifique français. L'idée d'Europe médiane est très directement liée, et là encore, je rebondirai sur ce que disait notre collègue de l'INALCO ce matin, sur une expérience qui a été la mienne au sein du département d'Europe centrale, orientale et balkanique. Et là, au début des années 90, nous avons réfléchi à une structuration de la recherche, et il en est issu centre de l'Europe médiane que j'ai alors créé, qui depuis a disparu et a été fondu au sein d'un centre plus vaste qui englobe à la fois les pays successeurs de l'URSS et l'Europe centrale et orientale. Voilà. Donc là, il y a eu une expérience très, très concrète qui nous a amené à envisager une aire commune à l'Europe baltique, l'Europe centrale proprement dite, et l'Europe balkanique. Donc la conception de l'Europe médiane dans le champ historique a été purement endogène française. Et puis quand on a regardé à l'extérieur, on s'est rendu compte que nos collègues structuraient leur champ de deux manières. Soit sur un plan aréal, ça a été répété, rappelé pour les États-Unis, à Columbia, vous avez un centre de l'Europe, East Central Europe, aux États-Unis, un concept courant qui a été repris d'ailleurs des Polonais, et qui correspond à l'ère de l'Europe médiane telle que je l'ai définie tout à l'heure. C'est vrai également chez nos collègues allemands.
et je pense notamment au GWZO de Leipzig, qui couvre exactement la même zone. Ce que les Allemands appellent, eux, Ostmitteleuropa, ce qui est différent de Zentraleuropa, Zwischeneuropa, etc. Il y a toujours une histoire des concepts à faire. Le concept d'Europe médiane en France a cet avantage, à la différence du concept de Mitteleuropa, qu'il est totalement neutre, qui n'est absolument pas connoté. Et c'est l'intérêt de ce concept. Et puis, il y a une deuxième organisation de la recherche et de l'enseignement sur la zone. C'est une organisation purement linguistique. Et là, c'est la domination des langues slaves, hein, autour desquelles se structure la recherche. Et ça, c'est le cas en Grande-Bretagne, avec l'école des langues slaves, Slavonic Studies, et puis également chez nos collègues italiens. Donc on voit les deux approches possibles, une domination des clivages linguistiques d'une part, d'autre part une approche, je dirais, plus géopolitique de la région. Terminons ce rapide tour du monde par l'Asie, avec des communautés qui sont forcément très différentes entre la Chine et le Japon, par exemple. Sébastien Le Chevalier. Oui, alors pour reprendre le point de départ de la question, je crois effectivement que si le concept d'aire culturelle et son histoire a quelques spécificités en France, je trouve qu'au niveau de la structuration institutionnelle, ce n'est pas une spécificité française. Et dans le contexte européen, je dirais que voilà, on a un groupe de pays de type Allemagne, Royaume-Uni, à laquelle j'ajouterais certainement également les Pays-Bas, où la structuration est assez forte. Ça varie bien sûr en fonction des disciplines. Et par exemple, ça sera particulièrement dans le contexte britannique, la structuration en aire culturelle sera par contre vraiment faible du point de vue des économistes. Et on a donc vraiment une autre catégorie de pays où là, je dirais que notamment du point de vue des études asiatiques, c'est vraiment problématique. Les chercheurs sont extrêmement isolés. Et je mettrais notamment, donc je citerai l'exemple de l'Espagne, de l'Italie, hein, où il y a un vrai problème. Et la France se situerait, comme par hasard, à peu près entre ces deux catégories. Autre aspect, donc pour en venir après spécifiquement aux études asiatiques, on a eu en fait le GIS Asie, dès sa création, a organisé une réunion des directeurs européens où on a sélectionné un certain nombre de centres asiatiques dans les pays européens. Et là, c'est ce sur quoi je m'appuie pour essayer de décrire cette géographie. On a constaté, et y compris avec nos collègues britanniques et allemands, qu'ils ont en revanche très peu de lieux de coordination. Et de ce point de vue-là, on était pas peu fiers de leur donner une image. On les avait invités, on avait donc invité tous les membres du conseil scientifique. Ils étaient assez étonnés qu'on ait la capacité, alors donc certains ont interprété ça de cette bonne vieille centralisation française, mais j'aurais expliqué non, c'est encore autre chose. Mais donc cet outil du GIS, là, pour le coup, pourrait être véritablement spécifique. Hein, les centres, alors pour des raisons différentes, en Allemagne, c'est effectivement très décentralisé. Il y a énormément de centres de recherche sur l'Asie, mais qui ne communiquent pas forcément entre eux. Et au Royaume-Uni, dans une ambiance extrêmement concurrentielle qu'on a pu observer, parce qu'on avait des collègues de la SOAS et d'Oxford, eh bien, ils n'ont pas forcément de lieu de communication. Donc là, c'était plutôt une confirmation de ce qu'on peut faire, et donc peut-être éventuellement de notre capacité en tant... alors c'est un peu compliqué d'un point de vue légal, mais en tout cas, le GIS Asie peut être un moteur de candidature à des programmes européens dans un contexte où Horizon 2020 justement est très eurocentré, me donne l'impression d'être très eurocentré, et donc là, nous, on a cette spécificité française pourrait apparaître. Voilà. Alors, si j'essaye de continuer la comparaison, alors on pourrait dire effectivement aussi aux États-Unis, je dirais que ça ressemble. Enfin bon, il y a des moyens tout autres. Ça dépend si on est sur la côte est, sur la côte ouest. Bon, je dirais que
c'est un autre univers. Mais si j'essaye maintenant, sur la base de cette comparaison intra-européenne, d'essayer de voir un peu les spécificités de la recherche en études asiatiques françaises par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors d'abord, il y a un point commun, c'est que l'Asie, c'est porteur, hein, on a le vent en poupe, donc c'est très bien dans l'ensemble de ces pays européens. On voit qu'il y a une demande sociale, mais que parfois cet attrait est un peu biaisé et que les institutions n'y répondent pas toujours très bien. Et c'est par exemple notamment le cas en Espagne. Donc, alors peut-être notamment en comparant principalement avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, moi je vois peut-être quelques spécificités françaises qui sont autant d'enjeux ou peut-être de problèmes auxquels il faudrait essayer de répondre. Et j'espère que le GIS la constitution de GIS peut être une réponse. Il y a quatre points, je vois. Le premier, c'est un cloisonnement en France qui me paraît encore plus fort qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. Et ce cloisonnement, il est double. Il est à l'intérieur des études asiatiques. Hein. Il est bien rare que les spécialistes du Japon communiquent avec les spécialistes de l'Inde, voire même, aussi paradoxal que ça puisse paraître, avec les spécialistes de la Corée. Et quelque chose qui est encore peut-être un peu plus gênant pour moi, c'est un cloisonnement par rapport à ce que j'appellerais le mainstream des sciences sociales. C'est pas propre à la France, mais je crois que c'est encore plus fort qu'au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ce qui est évident également au niveau européen, c'est... alors, j'aurais dû commencer par ça. Je pense qu'objectivement, plusieurs éléments me laissent penser qu'on n'a pas à rougir. On a un bon niveau des études asiatiques en France. Hein. Il y a quelques points d'excellence comme les études chinoises, par exemple, mais il n'y a vraiment pas à rougir. Le vrai problème, en revanche, c'est qu'on a une très faible visibilité à l'étranger, y compris chez nos voisins. Et c'est toujours la participation à des colloques. Par exemple, je pense, moi, dans mon cas, je suis spécialiste du Japon, je participe au colloque des études européennes, de l'Association européenne des études japonaises. Cette année, c'était à Ljubljana, 1000 participants, moins de 10 Français. Et quand je parle à des collègues, les collègues allemands ou anglais, bon, alors quand c'est des Anglais, c'est bien sûr à moitié ironique, me disent mais je suis vraiment ravi de rencontrer un spécialiste du Japon, un spécialiste français. Je ne savais pas que vous en aviez. Bon, donc il y a un vrai problème là-dessus. Et donc voilà, peut-être qu'on pourra par la suite essayer de voir s'il y a des solutions. Deux dernières spécificités, c'est à mon avis la difficulté en France de renouveler les thèmes. Hein, donc, alors ça apparaît peut-être aussi en Allemagne, mais on a une structuration institutionnelle qui ne nous permet pas de nous lancer très facilement sur des thèmes de recherche nouveaux. Et puis, quatrième spécificité je suis sûr de rencontrer un grand succès en soulevant cette question, mais c'est la question du renouvellement des générations. Voilà, et donc des questions des recrutements. On apportera peut-être des solutions originales. Je suis moi toujours d'un naturel très optimiste, mais on a cette pyramide des âges dans les études asiatiques qui a apparu à travers le livre blanc sur les études asiatiques qu'on est en train de constituer. Il y a un mouvement de départ absolument massif à la retraite. Donc nos chercheurs sur l'Asie sont vraiment âgés, et ça apparaît aussi quand on rencontre des collègues européens où on voit plein de jeunes chercheurs qui viennent d'être en poste et qui sont extrêmement dynamiques. Et justement, peut-être que ça va de pair avec le renouvellement des thèmes de recherche. Et de ce point de vue-là, malheureusement, je crains qu'on soit un peu en retrait, la France, par rapport à nos amis allemands et anglais. Voilà. Je suis vraiment très intéressé de voir qu'au fil des interventions, il y a des thématiques qui apparaissent qui ne sont pas l'objet de ce colloque, mais la question de la documentation des bibliothèques qui a été abordée à plusieurs reprises, la question du renouvellement des générations, c'est la deuxième, troisième fois qu'on l'aborde, sont des points qui sont absolument, en effet, essentiels. Alors, dans ce qui vient d'être dit par Sébastien Le Chevalier, il y a cette question de la visibilité de la recherche française par rapport à nos voisins. C'est un point qui est tout à fait crucial. Le thème que je voudrais aborder à présent est finalement en miroir, c'est la visibilité par rapport à nos collègues ce que tu appelais le mainstream, à nos collègues au cœur de l'activité en SHS en France, qui effectivement s'intéresse à quelque chose qui n'est pas conçu comme un terrain, mais qui est parfois conçu comme un horizon indépassable, qui est la France, finalement, les recherches sur la France.
Comment percevez-vous les liens, chacun dans votre domaine, les liens avec vos collègues travaillant sur la France? Et qu'est-ce que les GIS peuvent faire pour mieux tisser, retisser les liens avec les collègues dont le champ, le domaine, la thématique est ancré sur le territoire national ou l'Europe, mais une Europe qui est souvent occidentale. Le monde autre commence, je crois, à l'Europe centrale. Hélène, est-ce que tu veux commencer? Oui, courageusement. Non, mais je pense qu'il faut revenir à ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que l'enseignant-chercheur a plusieurs identités de recherche, il s'inscrit dans un département, et là on a la rigidité des sections du CNU et des organisations propres aux universités, le laboratoire qui est un acte volontaire d'adhésion individuelle, qui est souvent contraint par la structuration de la recherche de sa propre université. Quand on est recruté, on arrive dans des laboratoires qui sont déjà constitués, donc parfois les marges de manœuvre de choix ne sont pas extrêmement nombreuses. Et donc, ce qui peut paraître un élément contraignant, d'être parfois le seul ou avoir 2 ou 3 collègues qui travaillent sur son aire quand les autres ne le travaillent pas, sont aussi une chance parce que ça permet de sortir de son objet un petit peu borné, dont on penserait qu'il est le plus beau, le plus grand, ce qu'il est forcément, mais de pouvoir réfléchir sur la question de l'originalité à la fois de son objet, de son terrain, de ses pratiques, dans un dialogue qui est quand même quotidien avec notre collègue de notre laboratoire, qui eux, bon, moi je suis dans un laboratoire, le Serio, qui est ancré en Bretagne et donc dans l'Ouest, et les Pays de Loire. Et donc c'est intéressant de pouvoir dialoguer, échanger sur cette spécificité de l'objet. Ça revient à la question du comparatisme sur lequel on va longuement discuter cet après-midi. Ça revient aussi sur la question des transferts aussi. Donc je pense que le GIS se surajoute à des identités de chercheurs et des espaces d'expression différents qui sont le disciplinaire, qui sont le labo, qui sont le GIS, et qui permet à la conjonction de tout ça de décloisonner l'objet de recherche et d'être dans le dialogue. Donc c'est à la fois frustrant, parce que je pense que tous, on a eu cette expérience dans un colloque disciplinaire, pour mon cas, d'être l'historienne de service sur les États-Unis ou sur le Canada, quand tout le monde parlait de la France et qu'on avait besoin du regard sur l'autre, mais que c'est en même temps intéressant parce que ça oblige à se poser la question de la spécificité, de la originalité, du rapport entre soi, l'universel, etc. Et donc c'est intellectuellement, je pense, stimulant. Vous êtes dans une situation différente puisque vous êtes dans un laboratoire air culturel. Quelle est votre perception de cette question? Alors, effectivement, je suis dans un laboratoire qui est consacré aux Afriques. Donc la question des relations avec mes collègues sur ce thème ne se pose pas trop, par définition, même si il faut quand même voir que dans notre laboratoire, il y a malgré tout des spécialistes d'Afrique du Nord, comme on dit, des spécialistes d'Afrique subsaharienne et des spécialistes d'Afrique ancienne. Bon, ce qui fait 3 pôles qui sont quand même séparés, y compris dans les esprits, même si nous travaillons vraiment ensemble. Mais j'en profite quand même pour rappeler que non seulement les études sur l'Afrique sont faibles en France, mais alors en histoire sur l'Afrique ancienne, là c'est quasiment misérable, il faut le dire. Donc je crois que nous sommes le seul centre en France qui faisons de l'histoire de l'Afrique ancienne, et il y a un professeur et un maître de conférence, et c'est quand même très, très insuffisant en termes universitaires en tout cas. Alors, en dehors du labo, de fait, il y a des relations qui sont un peu particulières, je pense, avec les collègues des autres espaces. Et parfois, j'ai même envie de mettre qu'un PADES, puisque effectivement, c'est beaucoup la France. Mais les situations évoluent. Dans mon ancienne université, je n'étais pas invité aux réunions des historiens contemporanéistes. Bon,
puisque j'étais un historien de l'Afrique. Donc j'étais ailleurs. Bon, voilà. Je pense que dans ma nouvelle université, j'ai été recruté au contraire parce que j'étais considéré comme quelqu'un qui était un beau connaisseur de l'Afrique parce qu'il avait baroudé. Hein. Donc en fait, ma ceinture de banane m'aidait là pour le coup. Donc c'est un peu particulier, mais je me rends compte effectivement que dans les problèmes de recrutement, alors je ne parle pas encore des recrutements des chercheurs, mais simplement des recrutements, des remplacements de postes. En ce moment, donc les universités sont quand même étranglées budgétairement, et notre université a pensé que finalement un moyen de rétablir les équilibres financiers, c'était de geler des postes régulièrement, bon, et puis de les dégeler si on y arrive. Dans un débat, je me suis rendu compte que, par exemple, la question des sensibilités en France au 19e était considérée comme suffisamment vaste et large pour passer avant l'histoire de l'Afrique du 18e au 21e à travers tout le continent. Bon. Donc, de fait, là, je trouve quand même qu'il y a un manque de la part de beaucoup de collègues d'ouverture sur des espaces différents des leurs, alors même que nous sommes, nous, obligés et intéressés aussi d'ailleurs par le fait de s'ouvrir justement donc aux autres problématiques. Bon. Je voudrais revenir peut-être quand même sur quelque chose qui sont en lien. Je pense que le GIS, justement, nous donne des forces par la mise en commun des énergies, des dynamiques, par le fait que l'on montre par le GIS que nous sommes présents, que nous existons et que nous ne sommes pas que quelques-uns éparpillés. D'abord pour peut-être simplement faire entendre notre voix sur justement ce que tu disais, la rigidité des sections du CNU. On a un problème, effectivement, quand on veut recruter alors ce serait plutôt Catherine qui devrait se plaindre, mais quand on veut recruter un spécialiste du premier empire musulman, ben, forcément il est à cheval sur la 21e et la 22e section quelque part. Donc on a vu ce problème justement à Paris 7 et on n'avait pas réussi en fait à choisir quelqu'un facilement pour passer au-delà. Ça a même été d'une certaine façon interdit en quelque sorte de franchir ce saut. Bon. On a des problèmes aussi en Afrique avec le quadripartisme aussi. Donc cette périodisation, Jean-Pierre Chrétien vient de sortir un article très intéressant d'ailleurs sur cette périodisation globale ou africaine. Le GIS peut peut-être essayer d'aider aussi à montrer que les choses ne sont pas aussi simples et que le positivisme français, finalement, a été peut-être une bonne chose, mais qu'il faudrait peut-être arriver à le dépasser. Et en ça, d'ailleurs, je crois qu'on est aidé par la globalisation des études. Mais sur le recrutement, il y a effectivement un problème, parce que nous sommes dans une situation où, comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de création de postes, il y a au mieux des remplacements, et ils ne sont pas toujours assurés. Or, on est dans une situation, effectivement, où il faudrait arriver à rattraper des retards. Bon. Il est clair que j'évoquais la situation de mon université, mais l'Afrique est absolument absente de la plupart des universités françaises. Donc il y aurait des rattrapages à faire, des créations. Hein, c'est un gros mot actuellement de parler de création de postes, mais il y aurait ce rattrapage-là à faire pour arriver à remettre finalement une vision plus ouverte du monde dans nos universités. Ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que, et là je remercie encore l'équipe du CNRS, il y a eu effectivement une sensibilité à l'ouverture sur ces aires ces derniers temps et ça a donc un peu rééquilibré. Dernière chose que je voudrais peut-être dire, c'est que c'est tout à fait en lien, mais malgré tout, le GIS aide à cela. La visibilité de la recherche française sur l'Afrique est assez bonne, je pense, et la qualité est au rendez-vous aussi, entre autres justement parce que c'est un peu l'inconvénient de l'avantage. Nous avons une histoire aussi de ces relations avec l'Afrique, une histoire qui est une histoire de domination, qui d'ailleurs va au-delà de la colonisation, puisque avant il y avait donc le problème de la traite et tout un tas de problèmes qui ont concerné donc les liens entre l'Europe et l'Afrique. Alors ça ne facilite pas les choses parce que de fait ça crée des problèmes même de thématiques de recherche et même d'esprit de la recherche, hein, voire de chromatisation ou de pigmentarité de la recherche. Bon, mais c'est quelque chose de spécifique. Mais
malgré tout, donc, ça nous avait donné, au sortir de la colonisation, un avantage de connaissance qui a ensuite certainement été perdu par la dispersion et peut-être l'idée qu'on était un peu les rois du monde, justement, et qui revient maintenant parce que ce GIS, cette structuration des études africaines, le fait qu'on est extrêmement bien ancré dans un réseau européen, le fait peut-être, on espère bien réussir cette grande manifestation à Paris en 2015, montrera effectivement qu'on est parmi des tas de collègues européens. Tout ça fait de la recherche française quand même quelque chose qui est visible et très internationalisé. Je pense aussi, et je conclurai là-dessus, que le fait qu'on aille ensemble, pas mal finalement, à Condorcet, va aussi améliorer les choses. Donc j'espère que ça sera bien 2008 et pas 2028. Mais en tout cas, on a eu des réflexions intéressantes là-dessus, justement, notamment en termes de bibliothèque. Ça avait été expliqué tout à l'heure. Donc comment on organise ce très grand équipement, ce TGE bibliothèque, avec des bibliothèques spécialisées, comme entre autres la nôtre, la bibliothèque de recherche africaine, qui est certainement une des bibliothèques les plus spécialisées, la plus complète sur l'Afrique de façon pluridisciplinaire, pour ne pas perdre cette spécialisation tout en la fondant dans quelque chose de plus large. Donc il y a eu des heures de réunion, je crois que la question n'est pas totalement encore réglée, mais c'est assez intéressant de montrer ces liens aussi. Merci beaucoup de ces éléments. Et je crois que la pluridisciplinarité du GIS est là absolument fondamentale, parce que l'expérience que vous décrivez, qui est l'expérience de l'histoire, qui est tout à fait vraie, ne serait peut-être pas la même, par exemple, pour la géographie. Je pense que la situation des géographes, et tout à l'heure on aura un échange avec la salle, pourra permettre de nuancer une partie de ces éléments. Antoine, oui, je commencerai peut-être par une remarque tout à fait générale, parce que c'est quelque chose dont les chercheurs du GDR me parlent en permanence depuis un an. C'est un phénomène d'accélération quasi exponentielle des sollicitations. Donc il y a une saturation actuellement, je crois, dans le domaine de la recherche, une sorte de fuite en avant qui pose véritablement le problème du rythme et du sens de la recherche. Alors dans ce cadre-là, pour répondre plus spécifiquement à la question qui a été posée, alors, les réseaux internationaux des chercheurs qui travaillent sur la zone sont forcément développés. Les chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur l'Europe médiane, ce qui est une situation qui n'existait pas il y a 15-20 ans, sont en étroite relation avec leur terrain. Ils parlent les langues de la région. Avant 89, vous aviez des chercheurs qui ne parlaient pas, et très illustres d'ailleurs, que je ne citerai pas, qui ne parlaient aucune langue de la région, qui parlaient latin ou qui parlaient allemand, mais qui ne parlaient pas spécifiquement les langues de ce que j'ai défini tout à l'heure comme l'Europe médiane. Donc la question aujourd'hui est de savoir comment on peut transformer les réseaux internationaux individuels en réseaux collectifs. Et là, c'est une vraie question. Je sais que c'est une question que Pierre connaît aussi, puisque nous appartenons à la même université. Il y a même un problème d'identification de ces réseaux collectifs. Nous sommes tous très engagés dans ces réseaux collectifs, qu'ils soient européens, africains, américains, etc. Mais il n'y a pas de transformation de ces réseaux individuels en dynamique collective. C'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse à cette question. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est à quel point il est difficile, et là je rejoins ce que disait Pierre il y a un instant, à quel point il est difficile dans un milieu, et je parle là des historiens, extrêmement gallocentré, de faire comprendre que par exemple l'Europe, c'est pas seulement l'Europe occidentale. Et j'en ai une expérience très concrète à travers le LABEX ENE, écrire une histoire nouvelle de l'Europe, où j'ai eu le plus grand mal, et j'ai toujours le plus grand mal, à convaincre mes interlocuteurs responsables d'Axe que peut-être, pour écrire une histoire nouvelle de l'Europe,
il faudrait tenir compte de ce qui se passe en Europe centrale et en Europe orientale. Et cela, malgré la bonne volonté du directeur du LABEX et d'un certain nombre de collègues. Mais il y a une sorte de pesanteur gallocentrique, je dirais, qui résiste à l'élargissement des choses. Donc, de ce point de vue-là, j'espère que le GDR permettra, en termes d'affichage et en termes de production et de présentation de cette production, de vaincre ces résistances. C'est vraiment dans les missions de l'ensemble de nos structures, en fait, d'aller dans ce sens. Alors nous changeons EDER, mais aussi des disciplines avec l'Asie. Oui, alors comment tisser les liens entre les spécialistes de l'Asie et donc moi, ce que j'appelais les mainstream, les chercheurs mainstream en France? J'aurais 3 réponses. J'aurais une réponse thématique, sur les thèmes de recherche, une réponse institutionnelle et une réponse au niveau de la formation. Au niveau des thèmes de recherche, je ne veux pas tomber dans la simple rhétorique, mais en tout cas, tout l'effort qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est de convaincre nos collègues que malgré l'éloignement, un certain nombre de pays asiatiques ont pu être par le passé et peuvent être aujourd'hui des laboratoires pour un certain nombre de questions. Alors, si on est dans le contemporain, des laboratoires au niveau démographique, au niveau environnemental, par exemple. Et dans la continuité de cette question-là, convaincre, et ce type d'argument repose sur une articulation globalisation ère culturelle, souligner que dans un contexte de globalisation, un certain nombre d'enjeux sont identiques, mais dans le même temps, approfondir l'idée que les réponses sont différentes. Donc vraiment insister sur la question de variabilité. Et j'étais très intéressé par ce que disait Pierre-Cyril Aucoeur tout à l'heure. C'est dans le cas de la discipline de sciences économiques, l'idée de variabilité est inconcevable, puisque les économistes conçoivent des modèles censés décrire des phénomènes qui sont vrais avant Jésus-Christ et qui sont vrais du Japon au Brésil. Et là, je pense qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, quelque chose à proposer avec ce concept de variabilité. Au niveau de la réponse institutionnelle maintenant, il y a un point sur lequel je n'ai pas de réponse et je serais vraiment ravi d'en parler avec les collègues, c'est la stratégie au niveau des laboratoires. Est-ce qu'on doit favoriser une forme d'entrisme des spécialistes d'Asie dans des laboratoires disciplinaires ou généralistes, ou est-ce qu'on doit construire pour plus de visibilité des unités de recherche asiatisantes? Je crois que la réponse, c'est un savant dosage entre les deux. Je pense qu'on risque toujours d'être trop replié si on se concentre sur ces unités de recherche, et on risque de perdre notre visibilité si on est mélangé dans les laboratoires. Mais il y a une deuxième réponse institutionnelle, et je souhaitais poser, d'ailleurs, faire la remarque suite à la première table ronde. La première table ronde, c'était les grandes institutions de recherche et les aires culturelles, et c'était intéressant de voir qu'il y avait 4 représentants du CNRS, de l'INALCO, de la FMSH et de l'EHESS, dont l'une des vocations est justement le travail sur ces aires culturelles. Mais la question, c'est comment articuler le travail qui est fait dans ces 4 institutions assez symboliques et les universités, le reste du tissu universitaire. Et là, peut-être qu'on pourrait, on a peut-être un autre argument à faire des regroupements universitaires, non pas pour augmenter nos positions dans le classement de Shanghai, mais plutôt pour créer des synergies au sein d'une commune. Et là, il y a vraiment une réflexion à avoir. Et j'en viens au troisième point qui est directement lié avec ça, c'est la question de la formation. Mon rêve, je poursuis, malgré les obstacles, je continuerai, c'est de créer par exemple plus d'interrelations entre l'INALCO et mon institution, le HESS. On a tellement de choses
à se dire, à faire ensemble, à se faire peut-être pas, on va rester quand même. Mais donc il y a vraiment, au niveau de la formation, des choses qu'on trouve à l'INALCO, qu'on ne trouve pas du tout à l'EHESS, beaucoup, et peut-être quelques aspects dans la formation à l'EHESS qui pourraient être un complément aux formations qui sont données à l'INALCO. Donc là, de ce point de vue-là, il y a vraiment, pour les liens entre ces aires culturelles et le mainstream, il y a quelque chose à faire. Et puis, dans un cas plus spécifique, mais moi, pareil, j'aimerais qu'on trouve des solutions, c'est au niveau de la thèse, de la formation en thèse, voilà, éviter qu'un candidat qui a un sujet, je ne sais pas, passionnant en histoire, s'inscrive avec un spécialiste de son aire géographique, mais ce spécialiste n'est pas forcément un spécialiste de la question précise qui se pose, et qu'on se rend compte au moment de la soutenance qu'il y aurait peut-être pu avoir, c'est un peu tard, de se rendre compte qu'il y aurait peut-être dû avoir plus d'échanges. Alors pourquoi ne pas généraliser ces systèmes de PhD committee comme on a aux États-Unis, avec un spécialiste de l'air, un spécialiste disciplinaire, un spécialiste de la question, et on peut, ça je pense, vraiment c'est une urgence, et ça, c'est le meilleur moyen de nous rapprocher, hein, de travailler ensemble, de nous connaître. Alors voilà, c'est ça sur quoi je conclurai. Merci beaucoup de ces suggestions. Nous terminons par l'ère moyen-orientale. Voilà, juste un mot sur l'INALCO qui est prêt à collaborer avec tout le monde, naturellement. L'INALCO est quand même l'université française la moins bien dotée par étudiants. Et pour vous donner une idée, pour absolument tous les départements considérés, donc Chine, Japon, études arabes, etc., nous avons simplement 5 contrats doctoraux par an. Donc vous voyez un peu les limites de notre action, qui est par ailleurs d'autant plus valeureuse, naturellement. Alors pour revenir à la question posée, c'est-à-dire quelle place et quelle relation nous avons avec nos collègues non seulement mainstream, mais seul stream tout court, le problème se pose très différemment selon la période qu'on étudie, le type de spécialité. C'est-à-dire que pour les antiquisants, par exemple, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, mais c'est aussi le cas en France, on est en train de travailler de façon prodigieuse, en fait, hein, sur les débuts de l'islam comme représentatif de Spät Antike, c'est-à-dire donc antiquité tardive, si vous voulez, avec des syriacisants, avec des hellénistes, etc. Le problème, alors c'est scientifiquement grisant. Le problème est que naturellement en France, comme effectivement nos périodes sont très coupées, à nous les historiens, les recrutements posent problème. Donc toute personne qui travaille sur quelque chose qui est sur un entre-deux, aussi bien linguistique, temporel, etc., a ensuite des problèmes pour être recruté. Donc ces gens-là émigrent absolument tous. Après, pour les médiévistes, c'est pareil. Pour les médiévistes, nous sommes les études médiévales sur l'islam médiéval, Dieu merci, se portent très bien en France. Pourquoi ? Parce que nous avons des questions au concours régulièrement, agrégation CAPES. Ces questions sont parfois uniquement sur l'islam, comme c'est le cas cette année, mais parfois sont liées à Byzance ou liées à l'Europe, etc. Et donc, les collègues spécialistes de l'islam médiéval sont pris en compte comme des gens civilisés par les autres. Vous voyez ? C'est-à-dire voilà, au même niveau, ils ont toute la légitimité. Ça serait vrai aussi des philosophes, mais qui sont malheureusement extrêmement peu nombreux. Bon, il y a beaucoup d'hellénistes qui apprennent aussi un peu l'arabe, et parfois réciproquement, pour travailler ensemble. Donc, on pourrait dire aussi la même chose, des rapports croissants, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans peut-être, entre byzantinistes et spécialistes de l'Empire ottoman à ses débuts. Bon, voilà, il y a des synergies qui se créent là où elles ont besoin d'être créées, et sur des périodes qui sont plus dynamiques. Finalement, les gens... Alors, je vais dire un mot, je vais dire du bien des modernistes, naturellement. C'est des spécialistes de l'époque moderne qui, évidemment, à cause de les réflexions sur la mondialisation au XVe siècle, par exemple, à cause... on avait participé à un intéressant, très, très beau colloque avec François Joseph sur les égo-documents. Voilà. Donc, sur certaines questions, on arrive à se retrouver. Et il y a une curiosité de nos collègues. Le problème, finalement, je crois qu'autour de cette table, on est tous à peu près sur l'époque contemporaine, avec des disciplines différentes. Le problème, ce sont les contemporanéistes, il faut le dire. C'est-à-dire que là, le spécialiste du Moyen-Orient se trouve cantonné aux géopolitiques, à la politologie, au mieux à la sociologie, et ça doit suffire, si vous voulez. Là, c'est une question qui est dramatique au niveau français. Il y a effectivement un manque de curiosité des collègues. Il y a l'idée qu'au fond, les spécialistes du Moyen-Orient ou des mondes musulmans seraient moins
moins à même, si vous voulez, de faire des cours qui seraient utiles pour tout le monde. Et alors, l'un de nos problèmes, c'est que, alors en soi, c'est un développement dont il faut se réjouir, c'est le développement de l'histoire impériale, hein, qui est, si vous voulez, une sorte de nouvelle histoire coloniale, en mieux naturellement, et en post-coloniale, mais enfin, malgré tout, l'histoire impériale, qui est par elle-même utile et nécessaire, concrètement, en termes de postes à l'université, parce que je pense également que c'est un de nos enjeux principaux, concrètement, se fait quand même un tout petit peu au détriment de gens qui auraient une spécialisation sur une ère spécifique, hein. C'est-à-dire que la fameuse histoire à parts égales, voilà, pour reprendre le terme de Romain Bertrand, actuellement, il n'y a pas de parts égales du tout. Voilà. C'est un fait objectif et on peut comprendre les universités, bien sûr, ayant peu de postes, elles recrutent la personne qui va paraître la plus capable d'enseigner un peu tout et pas la personne qui travaille modestement, par exemple comme c'est mon cas sur l'Égypte, même s'il y a 85 millions d'habitants. Voilà. Alors voilà, bon, je suis effectivement un peu, parfois peut-être un petit peu pessimiste. Des raisons de pessimisme et des raisons d'optimisme aussi, parce que je vais être comme Monsieur le Chevalier, optimiste quand même. Améliorer, je pense qu'effectivement les GIS doivent absolument améliorer notre visibilité et aussi notre crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut montrer que nous sommes sérieux, nous sommes des gens qui travaillent, nous avons un bon niveau scientifique. Notre problème n'est pas à l'extérieur, c'est-à-dire les chercheurs français sont la plupart du temps très bien insérés à l'international, vont là où il faut aller, font des colloques sans doute trop effectivement, mais enfin, je veux dire, nous existons à l'international, nous sommes connus. Le problème est plutôt en France, c'est-à-dire qu'en France, en revanche, nous ne le sommes pas, ou très peu, ou de façon très marginale. Ça n'est pas vrai que pour les chercheurs et les universitaires. C'est un problème spécifique certainement à notre zone, là, j'insiste là-dessus, parce que ça commence par l'enseignement de l'arabe dans le secondaire. Actuellement, il n'y a que 0,16% des élèves du collège et du lycée qui apprennent l'arabe dans le secondaire public. Pourquoi ? Parce que depuis les années 70, on a fermé tous les postes. À l'époque, l'arabe était enseigné comme première langue. Aujourd'hui, elle n'est plus enseignée que comme troisième langue, au mieux. Et dans de très très rares cas comme deuxième langue. C'est-à-dire que plus il y a d'élèves potentiellement intéressés, moins on a enseigné l'arabe. Alors c'est vrai aussi des postes d'islamologie, là cette fois-ci dans l'université et la recherche. En 15 ans, tous les postes, sans aucune exception, tous les postes d'islamologues partant à la retraite n'ont pas été remplacés. La pesanteur gallocentrique et une forme de stigmatisation qui s'ajoute à cette pesanteur gallocentrique, nous en sommes conscients tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'il y a quand même un peu d'optimisme ? C'est parce que d'abord, je suis frappée, il y a effectivement un déficit de cadre avec cause de ces départs à la retraite non remplacés, etc. Mais je suis frappée personnellement de la qualité des jeunes chercheurs actuellement. D'abord, ils apprennent non seulement une, mais plusieurs langues orientales, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de ma génération. Vous voyez, quand on faisait ça, on avait l'air un ovni presque. Donc ils apprennent 2, parfois 3 langues orientales. Ils sont conscients que ça va être très dur, donc ils partent davantage à l'étranger, sont davantage conscients du paysage international de la recherche et sont prêts à passer le temps qu'il faut. Parce qu'il est évident qu'une thèse en 3 ans n'a aucun sens pour alors j'ose à peine dire orientaliste, mais enfin en fait concrètement c'est quand même ça, pour quelqu'un qui doit passer du temps à se former sur les langues bien sûr, mais sur la zone aussi, parce qu'il faut y aller concrètement, voir ce que c'est. Et donc il y a une nécessité de temps long sur cette formation qui est pris, Dieu merci, par des doctorants dont on voit d'ailleurs que c'est payant le jour de la soutenance, et après pour leur recrutement. Et dans le domaine de la formation, parce que c'est là que je pense que la recherche n'est alimentée que par la formation qui est en amont, cette formation, idéalement, doit passer par des cursus intégrés. Il n'en existe actuellement que 3 en France pour nos études. Cursus intégrés, c'est-à-dire que dès le niveau du bac, en sortant du bac, vous pouvez faire à égalité, si vous voulez, apprentissage de la langue ou des langues, et puis apprentissage de la discipline. Quoi qu'il en soit, des institutions telles que le HESS, le PHE, l'INALCO, le CNRS, qui regroupent en France l'essentiel de la recherche sur nos domaines, en réalité, le combat à mener, parce que c'est un combat, est effectivement à l'université. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre Boilet. C'est-à-dire que le jour où, on espère voir ça de notre vivant, mais le jour où en France, comme à Princeton, un spécialiste de l'Indonésie pourra être considéré comme un historien à part entière, dans un département d'histoire, je pense que là... nous aurons gagné quelque chose, ça sera bien, oui.
Bien, écoutez, je vous remercie tous vraiment de ce tour de table et de cette déclaration d'optimisme que Catherine, sur laquelle Catherine a beaucoup insisté. Je crois encore une fois, nous avons vu vraiment des éléments convergents en fait dans l'ensemble de ces présentations et de ces analyses. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les situations ne sont pas tout à fait les mêmes selon les disciplines en fait qui sont considérées. J'étais extrêmement intéressé par ce que Catherine a dit sur les sciences de l'érudition, en fait, ce qu'on appelle les études classiques ou les classiques, associant philologues, philosophes, historiens, dont le positionnement est, je crois, très différent de ceux des historiens. Les anthropologues et les géographes ne diraient pas forcément la même chose que les sciences politiciens et les sociologues, et ce sont des éléments très importants. Et je retiens aussi le désir profond de l'ensemble des GIS et GDR de remédier à cette situation et d'aller vers nos collègues. J'espère que ce sera de notre vivant. Alors je crois que les organisateurs du colloque ont prévu un temps d'échange avec la salle. Il est voilà, midi 10. Je pense que nous pouvons peut-être clore, bien que nous aurions eu encore, je crois, beaucoup de choses à échanger, ce temps de table ronde pour entrer dans cette discussion. Alors je ne sais pas en fait qui doit la mener. Est-ce que d'accord, voilà. Donc, mais là c'est une tâche beaucoup plus simple. Il s'agit simplement de passer la parole à tous ceux qui dans la salle pourraient souhaiter donner des points de vue différents ou congruents. Madame Cynthia Goragobin. Oui. En rappelant peut-être, en vous présentant peut-être d'un mot. Tout à fait. Cynthia Goragobin, je suis directeur de recherche CNRS au CREDA et je suis par ailleurs vice-présidente du conseil scientifique de l'Institut des Amériques. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos différentes présentations, interventions, et je reviendrai sur juste deux notions qui ont été évoquées. C'est notamment, par exemple, en premier, je parlerai de la langue. Ça a été évoqué, c'est une question que je considère extrêmement importante, sur laquelle je reviendrai dans le cadre de l'intervention de cet après-midi sur le comparatisme. Et en fait, je vais beaucoup plus loin que ce qui a été dit, parce que la langue véhicule aussi des traditions scientifiques en sciences sociales, et les traditions scientifiques ne sont pas les mêmes. Alors, je suis moi-même un produit d'une éducation américaine. J'ai fait un PhD en Urban Studies à UCLA, et j'ai par ailleurs fait une thèse d'État à la Sorbonne en géographie. Et je vous dirais qu'en fin de compte, les problématiques soulevées par les deux traditions ne sont pas similaires, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de convergence, et qu'en fait, une grande partie, alors les méthodes sont équivalentes, c'est ça la spécificité peut-être, je dirais, des sciences sociales, mais par contre, les concepts ne sont pas les mêmes. Et en fin de compte, une grande partie du travail consiste à se lancer dans la traduction. La traduction des concepts peuvent varier d'une tradition scientifique à une autre. Donc j'y reviendrai l'après-midi, et je dirais que ça, c'est quand même un enjeu majeur quand on travaille, comme nous le faisons, je pense, un peu tous depuis hier, sur cette question de la globalisation des sciences sociales. En fin de compte, la question de la traduction va s'imposer. Alors, je reviens aussi juste quelques secondes sur la notion de recherche aérale. Alors ça me paraît extrêmement intéressant, mais nous autres, en géographie, nous parlons de recherche multisituée. C'est-à-dire que pour les nouvelles générations, nous les incitons à prendre plusieurs terrains d'études, localisés dans différentes aires culturelles, si on peut utiliser encore ce terme. Et en fait, donc, ça se traduit par des co-directions de thèse, donc avec des spécialistes, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, donc des spécialistes de deux aires culturelles. Et ça permet à ce moment-là de travailler, ce que vous disiez tout à l'heure, la question de la variabilité. Donc on prend une problématique commune aux deux entités, enfin moi je travaille sur les villes, aux deux qui se posent dans les deux villes, dans les deux métropoles, et après il s'agit de savoir quel est le degré de convergence-divergence et le degré de variabilité d'un phénomène observé dans les deux contextes. Donc nous utilisons le terme de recherche multisituée. Voilà pour... Je développerai ça l'après-midi dans le cadre de l'intervention sur le comparatisme. Merci. Merci de ce premier éclairage. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Ou est-ce que la salle a été pleinement convaincue par les éléments qui ont été apportés lors des deux tables rondes? Monsieur et puis Jacques.
bonjour. Assadek, master Sorbonne Paris 1 en histoire africain. J'ai suivi avec intérêt ce colloque depuis hier jusqu'à aujourd'hui. C'est des sujets qui nous sont un peu méconnus. On en a appris. Et c'est vrai qu'on en voit un peu l'avantage de ces justes, surtout de notre côté de l'Afrique, où énormément de conflits d'identité ou des conflits d'intérêts ou d'identité historique ressurgissent. C'est dans ces cadres même que peut-être je vais poser une seule question dans le cadre de l'institutionnalisation de ces aires culturelles. Est-ce qu'il existe ou il existera, dans le cadre bien sûr de l'institutionnalisation des structures des aires culturelles, des organes chargés de contrôler l'indépendance des GIS vis-à-vis des intérêts géopolitiques? Cela va un peu de la crédibilité internationale des GIS, bien sûr. C'est une question très intéressante, abrupte, mais intéressante. Oui, oui, mais en fait, on se l'est posé dès le départ, hein, c'est très clairement. Et donc, par exemple, pour aller dans des dimensions un peu plus institutionnelles, donc un GIS, en ce qui concerne l'Institut des Amériques, a un conseil de groupement, donc qui est un petit peu notre parlement, qui réunit une fois par an les représentants de chacun des établissements. Donc ça, c'est la partie, on va dire, très institutionnelle. Mais on a surtout un organe qui est extrêmement central dans notre réflexion, qui est notre conseil scientifique. Donc ce conseil scientifique se réunit 2 fois par an. Pour nous, le prochain, c'est samedi, donc c'est tout proche de nous. Et on a fait le choix, dès le départ, dans ce conseil scientifique, de recruter des gens en fonction de leurs compétences particulières sur notre terrain, en prenant en compte toutes les disciplines. Et le choix ne se fait pas en fonction d'une appartenance institutionnelle, mais c'est vraiment la qualité du chercheur et sa reconnaissance internationale. Et donc on a rajouté un deuxième élément, c'est qu'on s'est dit que ce conseil scientifique devait nous amener à ne pas nous regarder le nombril. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire, voilà, comme nous sommes beaux, comme nous sommes intelligents, comme nous faisons des choses neuves. Et donc pour éviter de le faire et de se retrouver dans l'entre-soi, on a décidé d'entrer de jeu qu'un tiers des membres de notre conseil scientifique seraient des chercheurs qui travaillent hors du contexte français, donc qui sont des chercheurs étrangers. Et donc nous avons choisi d'avoir un président du conseil scientifique qui soit un collègue qui est juste dans la salle et que je salue, Lawrence Whitehead, un éminent collègue d'Oxford, donc qui est hors des logiques nationales de recherche. Et donc ce conseil scientifique est le garant à la fois de la recherche de l'excellence à laquelle nous concourons tous, mais aussi d'un décentrement du regard, parce que on n'est pas, les membres du conseil scientifique maîtrisent mal la question des sections du CNU. Si je leur demandais ce qu'est une commu, auraient du mal à y répondre. Et donc, ont la capacité à prendre de la hauteur et être vraiment dans des considérations vraiment scientifiques, internationales, européennes, aussi américaines pour ce qui nous concerne. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, de pouvoir avoir des instances, au-delà du CNRS, hein, évidemment, qui est notre tutelle naturelle et qui a aussi des choses à dire, au-delà du ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de nous repositionner et de pouvoir avoir cette distance qui est intéressante. Voilà. Se questionner sur ce qu'on fait, de l'intérêt de ce qu'on fait, de nos relations avec les autres, c'est l'importance de cet organe qui est pour nous vraiment tout à fait central et qui l'est aussi forcément pour les autres. Tous les GIS sont effectivement dotés d'un comité directeur, en fait, hein, qui représente les tutelles qui, dans le système public, qui est celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans lequel nous situons tous, fixent des objectifs aux GIS, et puis un conseil scientifique dont le rôle est en effet de vérifier et de travailler à la qualité scientifique des travaux qui sont effectués. Est-ce que d'autres collègues souhaitent intervenir sur ce point ? Oui, non, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Je dirais pour mon ère qui aurait été très pertinente jusqu'à il y a une quinzaine d'années.
dans la mesure où il y avait des clivages très nets en raison tout simplement de la division de l'Europe en deux, qui se reflétait très puissamment, je dirais, dans le milieu universitaire. Aujourd'hui, sur la région, on est dans une situation de distanciation scientifique beaucoup plus marquée. Donc, le danger que vous évoquiez dans votre question ne se pose plus vraiment. Et puis, il y a un organe, un comité de pilotage à la tête du GDR qui veille au respect je dirais, de la scientificité de nos travaux. Jacques Potier, professeur d'études américaines à l'Université de Versailles. Je voulais revenir sur un point sur lequel Hélène Arter vient d'insister, qui est la dimension européenne. Je suis frappé, en ayant eu pas mal d'activités au sein de l'Association européenne d'études américaines, combien les sujets, les approches du continent nord-américain par nos collègues européens peuvent être divers et variés, non seulement du fait de leur structure, mais tout simplement de leur tradition. Et je crois qu'on a beaucoup à gagner, à renforcer justement ce travail d'exploration des autres structures de recherche dans les autres pays européens concernant les aires culturelles. Je voulais savoir si c'était aussi une expérience sur les autres aires, mais je pense que ça doit être assez le cas. Oui, je voulais juste dire un mot là-dessus. Ça me paraît en effet très important. Nous organisons, comme le GIS Études africaines, un congrès en juillet 2015. Alors, comme c'est le premier congrès depuis 10 ou 15 ans des études sur le Moyen-Orient, il n'y a pas de thème particulier, mais notre espoir, c'est que par la suite, quand il y aura une périodicité installée de ce congrès, nous ayons, un peu comme le Salon du Livre chaque année, voilà, un pays européen invité, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, etc., pour, d'une part, accentuer les échanges entre chercheurs, et puis d'autre part, voilà, améliorer cette réflexion sur les façons différentes de travailler, qui ne veut pas dire forcément qu'il faut faire comme les voisins non plus. Un mot, oui, dans le même type d'expérience. Je trouve que c'est d'ailleurs intéressant que ça converge de cette façon-là. Nous, on aura aussi un congrès, alors qui ne sera pas le premier, mais le premier en tout cas de ce GIS dans cette nouvelle structure en septembre 2015. Et on a effectivement pour la première fois ouvert aux non francophones, et on espère de cette façon essayer d'être un peu plus connu et d'essayer d'identifier les façons de faire différentes, etc. Donc je pense que c'est sur ce type de congrès, c'est une façon de compter nos divisions, mais nos troupes, mais c'est aussi, j'espère, une façon d'échanger de façon intéressante avec les collègues étrangers et d'autres traditions de savoir. Oui, Monsieur Cherfoui. Oui. Merci pour ces interventions. Donc, Ariski Cherfaoui, Université de Versailles. Je voulais revenir sur un point qui a été soulevé par Sébastien Le Chevalier, à savoir la formation des doctorants, qui me paraît une question très très importante, puisque en effet, on s'aperçoit dans beaucoup d'institutions que le périmètre des spécialisations peut être restreint, voire restrictif, pour des candidats qui présentent des sujets auprès de directeurs qui sont spécialistes de l'aire, mais pas forcément spécialistes de l'objet ou de la discipline d'ailleurs. Et donc c'est un premier point qui me semble très important pour les générations à venir. Et par ailleurs, je me posais la question, au-delà des problèmes habituels de financement, de l'intitulé même des doctorats. On a par exemple à l'INALCO des intitulés par R, et qui ont jadis contribué à donc former des docteurs par type d'aire et non pas par discipline. Or, on s'est aperçu très rapidement que le rendement, en tout cas pour le placement de ce type de diplôme, a vite fait abandonner les candidats. Et je me posais la question de savoir si un retour à ce type de dispositif ne serait pas opportun pour les aires culturelles, et notamment dans le débat aire culturelle discipline. Voilà. Et par ailleurs, l'idée du comité pour les jurys de thèse, voire même pour l'encadrement des thèses, me paraît aussi une idée tout à fait importante à creuser. Oui.
souhaitez réintervenir ou... Non, c'est une remarque, je crois tout à fait, Pierre. Oui, sur les thèses, j'appuierai avec force effectivement cette idée de co-tutelle qui me paraît importante pour plusieurs raisons. D'abord, par le fait qu'effectivement, on peut être spécialiste d'une aire sans être spécialiste du thème en question. Et puis pour une raison peut-être plus pragmatique, c'est qu'on est tellement peu nombreux finalement qu'on a énormément de sollicitations de thèses et que ça permettrait de diffuser un tout petit peu les responsabilités. On essaie de le faire déjà dans les jurys de soutenance et effectivement, je crois qu'il n'y a pas de jury, en tout cas en histoire de l'Afrique, où il n'y a pas un spécialiste d'autres aires, particulièrement de l'Europe, de façon à justement thématiser les choses. Mais si ça pouvait être généralisé, ça serait excellent. Je pense que dans le même ordre d'idées, faire pression, et ça je sais que c'est très difficile, sur les inspecteurs généraux pour que finalement il y ait des questions qui puissent concerner autre chose qu'une certaine histoire, ça serait quand même pas mal. J'ai fait tout un travail sur les questions d'agrégation depuis le début des années 80. Et en pratique, l'Afrique a été, pour l'histoire contemporaine par exemple, mais même pour l'ensemble de l'histoire, en fait, l'étude portait sur les 4 questions, sur les questions donc des 4 périodes historiques. Alors évidemment, l'Afrique romaine revient, mais plus on avance dans le temps, plus l'Afrique disparaît complètement. Hein. Et pour les périodes les plus récentes, finalement, il y a eu, en gros, effectivement, la dernière question, c'était sur les sociétés coloniales, donc on pouvait penser qu'il y avait un peu d'Afrique, mais sinon, ça a été l'Europe et l'Afrique dans les années 90, et c'est tout. Donc évidemment, dans ces conditions, il n'y a pas de publication potentiellement ouverte sur des manuels, comme chaque fois qu'il y a une question d'agrégation. Il n'y a pas de formation spécifique donc des profs, notamment du secondaire, qui se retrouvent totalement démunis quand, par chance, en 5e, on a introduit l'histoire du Mali ou du Monomotopa ou du Zimbabwe. Bon. Donc de fait, là, il y a vraiment un déséquilibre extrêmement important. Bon. Alors, sur ces questions d'agrégation vont de pair effectivement avec le recrutement des thésards qui, là aussi, je voudrais le dire, je trouve vraiment donc la qualité des étudiants en extrême progression, à la fois sur leur capacité d'apprentissage de langue, leur insertion dans le terrain, dans la recherche, les liens avec les autres pays voisins, européens ou internationaux, la capacité qu'ils ont justement renforcée par le fait que dans les jurys, on cherche à inviter toujours des gens à l'extérieur de l'aire, mais néanmoins la démarche qu'ils ont eux-mêmes sur les théories générales et donc l'ensemble de ce qu'on peut réfléchir, l'historiographie autour de leur thème, tout ça, je pense, nous dépasse très largement la qualité des thèses qu'on avait pu faire il y a 20 ans ou 30 ans. Enfin, dernière chose, là je déborde un petit peu, mais puisque j'ai le micro, j'ai m'y accroché. Je remercie la question qui a été posée parce qu'il y a des étudiants ici qui est quand même dans cette salle et je leur remercie d'y être. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs, mais les recherches multisituées m'apparaissent intéressantes comme concept. En revanche, je ne suis pas persuadé qu'on puisse être vraiment spécialiste de plusieurs aires. Et la co-tutelle, c'est bien. J'avais fait partie d'un jury d'une excellente thèse qui cherchait à comparer les relations à l'État entre 2 populations nomades, les Mongols et les Touaregs. Bon. C'était original et très intéressant, mais la doctorante qui soutenait cette thèse et qui avait beaucoup d'idées et qui a eu vraiment les félicitations du jury tellement c'était intéressant, en réalité était extrêmement spécialisée sur les Mongols et ne connaissait pas grand-chose aux Touaregs. Et l'investissement qu'elle avait eu sur les Mongols, je comprends très bien, pouvait difficilement, c'est des années quand même, se faire sur un autre terrain aussi. Donc j'ai peut-être un petit peu de mal avec cette idée-là. Oui, je partage l'opinion exprimée par plusieurs des orateurs sur la qualité extrême de certains de nos étudiants et une qualité moyenne supérieure. Mais j'y mettrai un bémol.
nous organisons en tant que GDR une journée d'études doctorales au mois de mars. Et nous avons cherché à rassembler, à travers les fichiers des thèses, l'ensemble des sujets qui portent sur l'Europe médiane, toutes disciplines confondues. Et nous sommes aperçus que le nombre de doctorants qui sont dirigés par des non-spécialistes est considérable. Et nous les retrouvons souvent au niveau de la soutenance des thèses, où tout d'un coup, on va pêcher un spécialiste, on le découvre dans un annuaire quelconque, ou sur Internet, on dit « Est-ce que vous voudriez participer à cette soutenance de thèse ?» Alors nous y allons, et en général, ça donne des résultats catastrophiques, parce que les enseignants qui ont accepté de diriger des thèses sur nos zones ne sont pas compétents. Et souvent, c'est un véritable gâchis. Donc il y a d'un côté cette excellence d'un certain nombre d'étudiants, effectivement, qui est un niveau qui a nettement monté, qui est lié à l'internationalisation aussi des doctorants, et puis de l'autre côté, des pertes de temps, je dirais, considérables, des gâchis, qui n'auraient pas eu lieu si, précisément, on avait envisagé au départ une co-tutelle avec quelqu'un qui était compétent sur la zone. Merci beaucoup de ces interventions. Je crois que nous avons assisté à vraiment 2 tables rondes tout à fait, et en particulier la dernière, tout à fait riche, avec beaucoup d'idées. Je crois que vous êtes tous conscience que nous sommes dans un processus, finalement. Nous essayons de construire ensemble, à travers ces GIS, de leur fixer des objectifs et d'arriver à une meilleure organisation de la recherche pour une meilleure qualité de la recherche française et de la formation. Ça a été soutenu à plusieurs reprises. Voilà, je remercie à nouveau très vivement tous les intervenants de cette table ronde, les organisateurs, et je souhaite à tout le monde une bonne continuation de ce colloque cet après-midi et demain. Merci infiniment.